Aujourd'hui, investir dans l'innovation de défense, c'est quasi le secteur le moins risqué que tu peux faire sur les 5-10 prochaines années parce que c'est une tendance de fond. Si tu avais investi il y a encore 5 ans et encore mieux il y a 10 ans dans des valeurs boursières de boîtes de défense, françaises ou européennes, c'est ton meilleur retour sur investissement hors Netflix, Apple, etc. Aujourd'hui, la technologie que tu fais aujourd'hui pour faire des milliers de drones, pour faire je sais pas, le nouvel an chinois ou le passage au 1er janvier, ce que tu fais là, c'était pas tu militaire, vois à peu près ce que tu peux faire derrière si demain tu veux saturer un pays pour attaquer une ville ou un système antiaérien, quoi. Le ministre de l'économie qui dit dans la défense, les critères RSE, ESG, c'est plus le sujet, on y va à fond. Le ministre des Armées qui dit investir dans la défense, c'est de la souveraineté. On a dépassé les 110 investisseurs en moins de 3 ans. Et on est le réseau de Business Angels qui a connu la plus forte croissance sur les 2 dernières années. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Entretien avec un VC. Si vous appréciez la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, s'il vous plaît, sur YouTube. Ça m'aide énormément. Aujourd'hui, on va parler défense, on va parler sécurité, on va parler innovation. Et pour ça, j'ai le plaisir d'accueillir François Matins. Bonjour François. Bonjour. Merci de m'accorder un Avec petit plaisir. peu de ton temps. Écoute, est-ce que tu pourrais... je t'ai pas présenté parce que en fait, tu as plusieurs casquettes, on en parlait en off. Mais pour commencer un peu cet échange, cet épisode comme à l'accoutumée, est-ce que tu peux m'expliquer un peu d'où tout vient, Ouais. comment t'en es arrivé à ces multiples casquettes, mais à ce sujet de la défense et de l'investissement? Ce que je dis souvent pour résumer mon parcours, qui, quand on est sympa, on dit atypique, quand on est moins sympa, on dit bizarre, c'est que mon parcours de vie pour l'instant, c'est une succession de malentendus plus ou moins provoqués. Moi, je suis un petit gars du Nord qui a grandi dans la banlieue de Lille. Et quand j'étais petit, je voulais être pilote de chasse. C'était mon rêve de gosse. Alors, je sais pas d'où ça vient, parce que je suis pas d'une famille de militaires, mais je voulais voler, la liberté, bref, etc. Et du coup, je me lance dans des études de maths, donc maths sup, maths spé, sauf que le problème, c'est que je suis nul en maths. Donc quand tu as 8 heures de maths par jour et 1,2 de moyenne, les journées sont un peu longues. Et du coup, être dépressif à 18 ans, je me dis que c'était pas une carrière incroyable. Donc je me suis dirigé vers des études qui me permettaient d'avoir une excuse pour voyager. Donc j'ai fait des études de relations internationales. Ok. Je me suis éclaté. J'ai adoré, j'ai beaucoup voyagé, j'ai travaillé au ministère des Affaires étrangères. Ma première expérience, c'est que j'étais diplomate sénégalais à l'ONU, comme ça se voit physiquement. Mais j'ai adoré, j'ai découvert le système des organisations internationales. J'ai été collaborateur d'une sénatrice des Français de l'étranger qui était beaucoup sur l'Afrique. Donc j'ai beaucoup pratiqué l'Afrique, pas mal le Moyen-Orient aussi. Et j'étais très ancré sur le côté institutionnel, travail pour l'État, enfin d'ailleurs toujours. Et donc ça, je me suis éclaté. J'ai travaillé un peu en cabinet ministériel. J'ai été au service presse d'un ministre. D'accord. Donc à l'époque, c'était le ministre de l'Éducation nationale. Ensuite, j'ai bossé un peu au ministère de l'Intérieur. Et c'était une ministre? C'était un ministre, c'était D'accord. Luc Châtel, donc, qui était porte-parole du gouvernement et ministre de l'Éducation nationale à l'époque. Et bref, je me suis éclaté sur le côté très étatique. Et puis à un moment, je me suis dit, j'ai fait 7, 8, 9 ans au sein de l'institution. Et je voulais avoir du côté obscur de la force, c'est-à-dire dans le privé, mais j'avais aucune idée de ce que je voulais faire dans la vie. Donc j'ai refait des études, j'ai refait une école de commerce, j'ai refait 2-3 études qui ne servent pas à grand-chose, mais c'est pas grave, j'ai coché les cases. Et comme j'avais aucune idée de ce que je voulais faire dans la vie, je me suis dit, je vais faire tout ce que je ne veux pas devenir. Comme ça, je serais hyper résilient le jour où je fais une crise existentielle. J'aurais déjà connu ça, mais je l'aurais provoqué plutôt que de le subir. Et donc, je me suis dit, qu'est-ce que je ne veux pas devenir? Donc, mettre un costume cravate pour prendre la ligne 1, pour aller à la défense, pour monter dans une tour, pour être dans un secteur, dans une boîte en open space qui ne m'intéresse pas. Donc là, bingo, j'arrive chez AXA Assurance, le summum de l'angoisse pour moi. Alors, je précise que je n'ai absolument rien contre AXA Assurance en tant que tel. D'ailleurs, j'ai adoré mon expérience parce que j'ai eu un manager incroyable qui, d'ailleurs, Benjamin, est devenu un ami entre-temps et j'ai beaucoup appris auprès de lui. Mais je savais que ce n'est pas ce que je voulais devenir dans la vie, de travailler dans ce secteur-là et d'être dans du gros corporate. Donc je suis ressorti, pareil, j'ai refait des études et à côté de ça, en parallèle, je m'investissais pas mal dans les questions de défense où j'étais pendant quelques années le président d'une très belle association qui s'appelle les Jeunes de l'IHEDN, qui est la plus grosse association de jeunes qui s'intéressent aux questions de défense et de sécurité. Ça m'a énormément appris parce qu'à l'époque, maintenant c'est beaucoup plus, mais à l'époque on gérait 1500 jeunes.
L'IHEDN, c'est pas une école aussi? Alors, l'IHEDN, non, c'est un service du Premier ministre qui s'appelle, donc c'est l'Institut des hautes études de défense nationale, qui est en gros le think tank défense de l'État français, où tu réunis des gens d'horizons un peu différents pour réfléchir aux questions de résilience, de lien armée-nation, etc. Moi, je gérais la section jeunes, donc qui était quand même un beau bébé, hein. On organisait une conférence par semaine entre 200 et 500 personnes. Ok. Et du coup, j'ai, je dis pas une révélation, mais ça m'a confirmé mon intérêt pour ces sujets-là, où moi, j'allais sur un porte-avions, je voyais des pilotes de chasse, je faisais des conférences avec des diplomates, enfin bref, je me suis éclaté. Et à l'issue de ça, je me suis retrouvé, enfin l'issue grâce à ça notamment, je me suis retrouvé au GICAD, donc je caricature un peu, mais c'est le lobby de l'industrie de défense française, Ok. où j'ai été directeur de la communication. Ensuite, j'ai créé la direction des affaires publiques et ensuite, j'ai créé la direction de l'innovation au sein de tout ça. Et je me suis éclaté parce que j'ai appris un métier, j'ai appris l'industrie de défense de l'intérieur, j'étais en lien avec les armées, etc. Et donc maintenant, je fais plusieurs choses. Je suis donc le directeur affaires publiques de 22, qui est une start-up qui fait de l'IA, notamment au profit du ministère des Armées et du ministère de l'Intérieur. Donc maintenant, j'ai la casquette fournisseur de solutions innovantes pour ces ministères régaliens. À côté de ça, j'ai monté avec un Et associé. qui consiste en quoi Sur la technologie, ce qu'on fait, en Ouais. gros, nous, on est le leader français de l'analyse de flux vidéo en temps réel. Donc, dès qu'il y a quelque chose qui passe dans une vidéo, on détecte de ça a un intérêt. Et tu vois, je te prends un cas très concret on peut travailler pour le ministère des Armées. C'est pour protéger un site sensible du ministère des Armées. On peut détecter tout ce qui se passe sur une base militaire en disant attention, il y a un véhicule qui a stationné plus de 30 secondes à tel endroit, c'est pas normal, boum, on envoie une alerte pour que la personne qui est derrière les écrans, elle sache que c'est un comportement anormal, qu'il n'y a rien à faire là dans telle zone un peu sensible. Et on peut détecter des départs d'incendie, on peut détecter plein de choses assez diverses et variées. Et c'est une entreprise qui fait quelle taille aujourd'hui? Aujourd'hui, donc on est 50. Ça a été créé par William Eldin et Dame Mullen en 2016. On a levé 22 millions d'euros il y a 1 an et demi par le fonds Innovation Défense. On y reviendra peut-être, qui est le fonds donc, du ministère des Armées pour investir dans des boîtes qui sont un intérêt stratégique pour les questions de défense et de sécurité en France. Donc ça, si tu veux, c'est ce que je dis souvent, c'est ce que je fais à mi-temps, c'est-à-dire 12 heures par jour. Et l'autre côté du temps, je fais quelques autres choses, donc notamment avec un associé Guy, on a monté Défense Angels, qui est aujourd'hui le premier réseau d'investisseurs qui investissent dans la défense, en tout cas dans les technologies de défense. Et puis j'enseigne aussi, c'est ce que je te disais tout à l'heure en off, c'est que j'enseigne dans toutes les écoles qui n'ont pas vu de moi quand j'étais étudiant. Et du coup, il y en a eu beaucoup. Donc maintenant, j'enseigne beaucoup, et notamment à Sciences Po et à la Sorbonne, j'enseigne les questions de défense, de sécurité et d'industrie de défense pour expliquer ce que c'est ce secteur-là, qui est une niche qui est un peu particulier et qui a besoin d'être décrypté, qui subit beaucoup de clichés, à tort ou à raison d'ailleurs. Et donc voilà, moi j'essaie un peu d'expliquer comment ça fonctionne, les coulisses. Donc voilà un peu ma vie, mon œuvre en 5 minutes. Merci beaucoup. On va justement essayer d'en savoir plus. Ce sont quoi ces coulisses? Oui. Jusqu'à il n'y a pas très longtemps, la défense, c'était pas un sujet, on va dire, à la mode. Et encore plus dans le secteur de l'investissement, où on était plus dans... il faut défendre... on était plus dans la trend de l'impact investing. On est d'accord. Aujourd'hui, dans le contexte actuel qu'on connaît, géopolitique qui est particulier, il y a toujours eu un contexte politique particulier, donc en vrai, peut-être que tu vas y revenir, mais là, il nous touche en tout cas de beaucoup plus près. Eh bien, il y a un sursaut, il y a un réveil qui semble assez important, pour le coup, depuis quelques années, et je dirais même plutôt quelques mois, malheureusement. Tu as raison. Où est-ce qu'on en est de tout ça? Pourquoi? Est-ce que tu peux peut-être même me donner ce regard peut-être géopolitique avant tout pour pouvoir aller un petit peu se focus sur l'investissement, mais comment on en arrive? Non, mais tu as bien analysé, bien résumé la situation. Si tu veux, le contexte, il a toujours été particulier. Et on est toujours dans une situation de crise par rapport à une autre, et on va connaître d'autres crises, bref, etc. Le fait est qu'il y a eu un changement, en tout cas, de perception, qui n'est pas que de la perception, mais une vraie tendance de fond depuis quelques années. Le premier électrochoc, c'est clairement la guerre en Ukraine. C'est que ce qui s'est passé, enfin ce qui se passe toujours d'ailleurs en Ukraine aujourd'hui, les Européens ont eu une prise de conscience que la guerre, c'était pas quelque chose qui était loin. Si tu veux, on voit la guerre au Moyen-Orient, on voit la guerre en Afrique, on voit la guerre. Là, on s'est dit, waouh, c'est des Européens sur le territoire,
ça se rapproche. Donc il y a vraiment une prise de conscience où les enjeux de défense, c'était pas un sujet un peu lointain qu'on voyait et qui arrivait en thème 4 au JT de TF1. Ça faisait l'ouverture. Et puis, si je vais être un peu dur, c'était des Européens qui mouraient, qui nous ressemblent un peu, quoi. Et donc, il y a eu cette première prise de conscience où, OK, l'Ukraine, donc un investisseur, ça reste un citoyen, il se dit, OK, ça me touche. Et le deuxième électrochoc qui a été mais caricatural, et là vraiment, mais ça a été quasi binaire, c'est du jour au lendemain, c'est ce qui s'est passé dans le bureau ovale avec Zelensky et Trump, qui a humilié le président ukrainien et qui a vraiment fait un électrochoc où les Européens se disent waouh, là on est vraiment tout seul. C'est-à-dire que le jour où ça se tape fort en Europe, en fait on ne pourra pas compter sur les Américains. Et la preuve, regardez comment ils traitent Zelensky. Et là, il y a eu un énorme switch aussi bien politique que, et du coup par corrélation au milieu de l'invest, en disant oh, il faut vraiment qu'on se reprenne en main et il ne faut plus qu'on dépende d'autres acteurs extra-européens pour notre propre défense. Donc il y a une prise de conscience politique où on s'est dit ok, bon là maintenant on va arrêter, et pour faire le lien avec ce que tu as dit juste avant, oui c'est très bien l'impact, c'est très bien les critères RSE, ESG, mais moi quand j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet-là il y a 5, 6, 7 ans, je me battais à Bruxelles et à Paris, et quand je dis à Paris c'était côté Banque de France, et quand c'était à Bruxelles c'était côté BCE, où dans les thèses d'investissement, la BCE disait donc aux investisseurs européens, voici les catégories qui sont exclues des critères RSE, la pornographie, le trafic d'êtres humains, les casinos et la défense. Tu vois, t'imagines, on était dans la même catégorie quand tu avais une PME de défense, une start-up de défense. C'est comme si tu étais un site pornographique où tu faisais des jeux en ligne. Enfin, tu te doutes bien, et le bon sens te montre que c'est pas forcément la même catégorie. Et pourtant, les critères étaient dans la même poche sectorielle. Et donc là, il y a eu un lobbying qui a été fait, c'était une partie de mon métier, pour dire non, attendez, c'est peut-être un peu différent, il y a des sujets de souveraineté, il y a des sujets d'autonomie stratégique, etc. Et il y a eu donc cette prise de conscience qui, mieux vaut tard que jamais, si je vois le verre à moitié plein, mais qui est un peu dommageable parce que, et tu vois là c'est aussi ma vision, c'est que en fait on a peur. On commence à avoir peur et du coup on réagit, non pas en anticipation mais en réaction. Et donc là, d'un seul coup, si tu veux, on passe d'un secteur qui est complètement un peu sale et faut pas trop en parler dans le milieu de l'invest. Moi, je le voyais quand j'ai commencé à prendre mon bâton de pèlerin, dire voilà, j'allais voir des investisseurs généralistes traditionnels. Quand ils m'adressaient la parole, et il y en a certains qui me calculaient pas, les autres, ils disaient oui, François, t'as raison, mais jamais de la vie on ira là-dedans, on peut pas toucher. Et même ceux qui y croyaient, si tu veux, à titre individuel, t'en as quelques-uns qui y croyaient, ils disaient François, jamais mes LPs ils voudront y aller, jamais ma compliance ça voudra y aller, donc laisse-nous tranquille. Et là, j'ai vraiment vu un virage à 180 degrés, aussi bien encore une fois au niveau politique, avec un gros séminaire qui a été organisé le 20 mars à Bercy, avec le ministre des Armées et le ministère de l'Économie, et derrière tous les invests. Et en gros, le message, c'était, c'était un goal que je voulais entendre depuis 5 ans. C'est verbatim, le ministre de l'économie qui dit bon, dans la défense, les critères RSE, ESG, c'est plus le sujet, on y va à fond. Le ministre des Armées qui dit investir dans la défense, c'est de la souveraineté. Donc vous, investisseurs, vous avez intérêt à y aller parce qu'on est en économie de guerre. Et tous les invests qui, d'un seul coup, et tant mieux, ont une révélation en se disant la défense c'est génial, on va y aller. Bon, maintenant, et tu sais bien que moi, entre le performatif en disant c'est génial, il faut y aller, et la mise en œuvre, il y a une question de temporalité, il y a des procès, etc. Mais c'est en cours. Donc pour répondre à ta question, la prise de conscience, elle est là, parce que le contexte, il est ce qu'il est, et tu suis comme moi, c'est pas prêt de se calmer, malheureusement. Mais est-ce que c'est réaliste de dire que on va pouvoir et on doit se passer des États-Unis, on doit récupérer une souveraineté. Comme tout, tu vois, il faut pas être manichéen. C'est que on n'est pas ennemis des États-Unis. Ça reste, c'est pas nos amis. Ça reste des alliés avec des intérêts. Nous, on a les nôtres. Donc, on coopère sur plein de choses et on reste un lien fort. Et puis, Trump, il est ce qu'il est, mais ça reste les États-Unis au-delà de la présidence qu'il y a là. Mais à côté de ça, l'Europe et encore la France, même si on a déjà assez d'ego en France, donc faut pas dire qu'on est le meilleur parce que c'est pas vrai, on n'est pas les meilleurs plein de trucs, mais on est un des rares pays qui portait une vraie logique de souveraineté européenne, là où l'Allemagne avait complètement abandonné cette logique-là. Et tu vois que l'Allemagne a fait un virage, mais là, j'ai envie de tenir même pas 180 degrés, ils ont fait 2 fois 360 depuis les derniers mois, où ils étaient très sur la défensive, ils étaient très pro-américains sur plein de trucs. Là maintenant, c'est dire
il faut que l'Europe se reprenne en main. Il y a un truc qu'on aimerait bien faire en France. C'est, on dit, à la dette, tu connais aussi bien que moi le poids de la dette en France et comme ça nous contraint sur plein de trucs, sur les marchés financiers, etc. Les Allemands ont dit, on va exclure le budget de la défense de notre dette. C'est-à-dire, on ne veut pas prendre en compte dans le déficit tout ce qu'on va investir dans la défense. Et on parle de centaines de milliards d'euros. Donc l'Allemagne, elle est dit, ok, moi les Américains, j'ai pris conscience qu'ils ne vont plus être là pour moi. J'ai les moyens de financer tout ça, j'y vais à fond. Et aujourd'hui, comment ça se matérialise? C'est quoi investir dans la défense concrètement? Tu vois, c'est extrêmement large, c'est de l'industrie. Quand on parle défense, tout de suite, on se dit je vais créer une arme ou un raison. bouclier ou un missile. Non, mais ta question, elle est bonne parce qu'elle est, à la fois, déjà, elle est pas simple à répondre. Et c'est normal de se poser la question. Tu vois, moi, je suis un citoyen, au-delà d'être un geek de ces sujets-là, je suis un citoyen. Et il y a deux volets. Il y a le côté budget de la défense et il y a le côté investissement dans la défense. Le budget de la défense, si tu veux, c'est quand même c'est le deuxième budget de l'État derrière la dette. Donc, si tu veux, et avec l'éducation nationale, si tu veux, donc c'est énormément d'argent. Moi, je peux comprendre que le citoyen il se dit, mais attends, mais moi, plutôt que d'acheter un porte-avions ou acheter telle arme, il faudrait peut-être investir dans les écoles, les hôpitaux. Est-ce que c'est une question légitime? Oui. Et ça, c'est un peu... Et tu vois, moi, je me suis mis dans cette catégorie à une époque où c'est de la faute un peu du monde de la défense et de l'industrie de défense de avoir été trop dans une logique avec les vivons heureux, vivons cachés, où on n'a pas besoin d'expliquer aux Français moyens pourquoi il faut investir dans la défense. Je te prends un exemple très simple. Et en plus, c'est une temporalité qui est totalement décorrélée de la vie du Français moyen, même du politique. Entre le moment où tu conçois un porte-avions et le moment où il est à l'eau, tu mets 25 ans. Ouais. Et entre le moment où tu le mets à l'eau et le moment où il est à la retraite, il y a 30 ans. Donc, la durée de vie d'un projet que tu finances jusqu'au moment où tu as fini de le financer, voire même ça prend peut-être des fois 5-10 ans parce que tu dois le retraiter, le recycler, etc. Tu as 50-60 ans. Donc t'imagines, tu dois dire à quelqu'un, on va investir maintenant pour avoir une durée de vie qui va durer 60 ans. Mais Madame Michu, qui a ses problèmes du quotidien, dit, mais qu'est-ce que tu me casses la tête, moi, de me parler d'un truc qui va coûter des milliards où je verrai un impact dans 20-30 ans, pendant encore 30 ans derrière. Donc, il y a ce côté-là, le budget de la défense, donc c'est un énorme investissement que l'État français fait, qui est indispensable parce que c'est des entreprises, c'est des gros objets qui coûtent cher à entretenir, etc. Mais c'est nécessaire pour pas dépendre des autres pour se défendre, qui est quand même un sujet qui intéresse les Français, je pense. Et après, tu as le côté investissement. Et c'est là, le côté investissement, c'est un peu nouveau, parce que c'est un secteur qui, traditionnellement, a pas eu besoin de capitaux, si tu veux, extérieurs, privés pour se financer, à part le banquier, mais bon, ça c'est normal, il y avait une logique bancaire. En revanche, et tu vois, c'est quelque chose qu'on a créé avec Defense Angels il y a maintenant 4 ans, et tu vois, j'ai un chiffre qui est intéressant, c'est que donc Defense Angels, c'est aujourd'hui le premier réseau d'investisseurs privés qui se disent, toi, moi, tu vois, j'ai pas fait mon service militaire, j'ai pas fait l'IHEDN, je suis pas réserviste, j'en sais rien. Comment je peux contribuer à soutenir ma défense? Et par ton épargne individuelle, tu peux investir dans une start-up de défense, dans une PME, et dire, voilà, à mon niveau, je contribue à ce que cette boîte-là, qui est une brique technologique qui contribue à aider la marine française, l'armée de l'air, l'armée de terre, et accessoirement, même si on est en France, ça fait pas bien, faut pas le dire, tu peux gagner de l'argent, parce que c'est quand même le but de l'invest. Pour moi, si tu veux, c'est un discours que je portais et que je porte toujours, c'est investir dans l'industrie de défense, c'est un engagement citoyen. Et qui en plus qui est pas du tout incompatible avec gagner de l'argent. Et tu vois, je te prends un exemple. Si tu avais investi il y a encore 5 ans et encore mieux, il y a 10 ans, dans des valeurs boursières de boîtes de défense, françaises ou européennes, c'est ton meilleur retour sur investissement, hors Netflix, Apple, etc. C'est-à-dire, tu enlèves les boîtes de la tech, les valeurs boursières ont explosé beaucoup plus que si tu avais investi dans Renault, dans Total, ou etc. Donc, l'investissement dans la défense, est utile à la société pour le bien commun, en tout cas français et européen, et en plus de ça, tu gagnes de l'argent. Et justement, tu gagnes beaucoup d'argent, c'est-à-dire que c'est comparable à quoi comme industrie ou
c'est quoi aujourd'hui les boîtes que vous recevez? Tu me parles de Defense Angels. C'est quoi un peu le deal flow de Defense Angels? Je te donne quelques chiffres sur le deal flow. Sur les 2 dernières années, on a reçu 250 boîtes. Donc, la boîte, je te fais la typologie de la boîte de Defense Angels. C'est une boîte qui a 2-3 ans d'existence, qui fait quelques dizaines ou quelques centaines de milliers d'euros. C'est une boîte plutôt deep tech. Même si nous, dans notre thèse d'investissement, volontairement, on ne se limite pas à faire que du software, parce que tu sais aussi bien que moi, le software, c'est hyper simple, c'est hyper fancy. Tu mets IA, cyber, c'est bon, tu as déjà gagné dans ton pitch. Mais nous, on n'a pas peur d'investir dans des boîtes de hardware qui font des nanomatériaux, qui font des lanceurs de fusées, qui font des drones sous-marins ou aériens. Et là aussi, c'est intéressant, c'est qu'on s'appelle Defense Angels, donc si tu veux, on assume tout à fait notre thèse d'investissement, mais 95% de nos boîtes sont duales. Pour ceux qui... Et c'est normal, c'est un terme un peu technique, c'est que c'est une boîte qui adresse aussi bien le marché défense que le marché civil. Ouais. Donc, c'est des boîtes qui, aujourd'hui, quand vous investissez dedans, elles ne misent pas tout sur le marché défense, et elle a raison, à part quand tu es dans une niche très spécifique, mais donc, elle adresse les transports, l'environnement. Je te prends des boîtes du spatial. Nous, les boîtes qui ont... il doit y avoir... il y en a beaucoup en ce moment, c'est en train d'exploser. New Space en France, et tant mieux, parce que la France a un vrai savoir-faire dans le domaine. Et ces boîtes-là, évidemment, elles font des satellites qui peuvent avoir un intérêt militaire, on se doute bien, pour observer des choses, mais elles adressent aussi un marché pour surveiller la déforestation. Elles adressent aussi un marché pour surveiller la pollution maritime. Elles adressent un marché pour surveiller le développement périurbain dans certaines zones. Donc, si tu veux, tu n'es pas uniquement dans une niche. En revanche, la brique techno ont un intérêt à 5, 10, 15, 20, 30% pour le monde de la défense et de la sécurité. Et nous, ça permet aussi de dérisquer nos investissements parce que c'est pas monomarché. Ça permet de montrer que cette boîte-là, elle s'ouvre plusieurs marchés avec une pépite technologique très particulière. Et est-ce qu'à l'inverse, on ne va pas justement avoir de plus en plus de dossiers, on va dire, dans le secteur pas justement lié à la défense, mais qui vont maintenant s'ouvrir à la défense parce qu'on va être beaucoup plus ouvert à travailler et à collaborer avec les acteurs de la défense? Je te confirme, c'est déjà le cas. Alors déjà, il y a une tendance un peu historique, si tu veux, sans te refaire l'histoire de l'innovation de défense, mais il y a une tendance qui est depuis la Seconde Guerre mondiale, et même avant, si tu veux, parce que la taille des budgets de défense dans le monde était énorme comparé à d'autres secteurs. Ça a été, pendant des dizaines d'années, le monde de la défense, la R&D de défense, l'innovation de défense, qui a trusté vers le civil. Je te prends un exemple hyper connu, le GPS, les drones, c'est des choses qui ont été développées pour des finalités militaires. Et puis on s'est dit, tiens, c'est pas déconnant, ça pourrait être utile pour guider des véhicules, pour faire de l'agriculture, etc. On voit une tendance qui change depuis une grosse dizaine d'années, 15 ans. Et encore une fois, c'est l'argent qui dirige. Tu regardes les budgets R&D des GAFAM, c'est supérieur au budget R&D des ministères des Défenses dans le monde. Donc tu cumules Google, Apple, AWS, Alibaba, etc. C'est eux qui ont l'argent pour faire de la R&D. Donc tu vois un inversement, ce qu'on appelle l'open innovation, où des technologies du civil avancent tellement vite, sont tellement performantes, que c'est le monde de la défense qui se dit « c'est pas mal ce qu'ils ont fait ». Et en une fois, je te caricature très fort la logique, mais il suffit de le repeindre en kaki ou en bleu marine, et ce truc-là, ça va répondre à 80% à un besoin militaire, ça va coûter beaucoup moins à développer on scratch. Donc, il y a une vraie tendance en ce moment où il y a une hybridation, où la défense trust quand même beaucoup de choses qui se civilisent, mais le civil se militarise aussi sur, tu vois, je te prends un exemple, des essaims de drones, où les essaims de drones, ce qui aujourd'hui est le plus en avance, et on en a tous vu, des magnifiques spectacles de drones. Ouais. Aujourd'hui, la technologie que tu fais aujourd'hui pour faire des milliers de drones, pour faire, je sais pas, le Nouvel An chinois ou le passage au 1er janvier, ce que tu fais là, c'était pas tu vois à peu près ce que tu peux faire derrière si demain tu veux saturer un pays pour attaquer une ville ou un système antiaérien, quoi. Donc ouais, il y a une vraie tendance qui est en train de s'inverser et qui du coup qui fait un balancier à gauche à droite où ouais, aujourd'hui tu vois que les deux mondes s'auto-alimentent. Si ça peut paraître un peu décousu mes questions, mais si on revient au secteur de la défense dans l'investissement, c'est quoi les tendances? Parce que tu me parlais d'aérospatial, space tech, je ne sais pas comment on peut les appeler, de plein de manières. C'est quoi les tendances? Et surtout, si on rentre dans vraiment le sujet de la défense, il faut quoi pour avoir une bonne défense? Oula, t'as 4 heures.
Bah, pour répondre à ta première question, c'est à la fois, il y a ce qu'on appelle de la prospective et de l'anticipation stratégique, où c'est hyper dur parce que c'est de la boule de cristal. Tu dois anticiper, comme, tu vois, confère ce que je t'ai dit juste avant, tu dois anticiper à 10, 15, 20 ans quelles seront les guerres du futur. Donc tu dois dire dans 15 ans, 20 ans, est-ce qu'on fait la guerre en Arctique? Est-ce qu'on fait la guerre sous les océans? Est-ce qu'on fait la guerre sur la Lune? Donc en fonction de ça, tu vas pas du tout développer le même matériel. Donc c'est justement, c'est de la prospective, c'est t'anticipes les grandes tendances. Donc ça, c'est le côté, on va dire, un télo de la chose, où du coup, t'anticipes la future menace. Du coup, tu fais ce qu'on appelle dans le langage militaire une doctrine, en disant voilà, les guerres, ça sera pas ça. Donc du coup, quel matériel il faut répondre pour répondre à ce besoin stratégique? Ça, c'est le côté, on va dire, tu pars d'en haut et tu redescends. Et après, il y a le côté très pragmatique, la guerre en Ukraine, où la guerre en Ukraine, elle nous apprend tous les jours plein de choses. Il y a plein de trucs qu'on n'a pas vus. On n'avait pas du tout anticipé qu'on allait revenir à la guerre des tranchées, comme en 14-18 ou en 39-45. Donc là, tu dois réapprendre à développer des trucs où bah, dans la guerre des tranchées, tu as besoin de quoi? Ou les drones hyper low cost, où tu vois, pendant des années, on a développé des drones qui valaient plusieurs dizaines de millions d'euros. On se rend compte qu'aujourd'hui, ce qui fait la différence en Ukraine, c'est un drone à 100 balles, un DJI qu'ils ont modifié, ils mettent une grenade en dessous et ils jettent, et c'est ce qui fait le plus de dégâts sur une guerre comme ça. Et un troisième volet, c'est le côté de ce qu'on appelle la guerre électronique pour saturer l'espace de communication, où tu brouilles tout, et tu rajoutes à ça ce qu'on appelle la guerre hybride, où tu mets en œuvre plein de moyens en même temps. Donc tu fais à la fois des chars lourds, donc tu vois, tu montes ta force, tu arrives vraiment en mode bourrin où tu tires avec des gros obus, donc de la létalité forte, et en même temps, tu fais des attaques cyber et tu fais de la lutte informationnelle pour démoraliser les mecs en face, pour leur faire croire que leur général est mort, qu'il a déserté, etc. Et donc c'est là où aujourd'hui on est dans une ère où c'est vraiment le terrain qui te guide, où à la fois tu dois faire des gros bébés très chers, très lourds que tu anticipes à 20-30 ans, et à côté tu es obligé d'avoir une réactivité, ce qu'on appelle une agilité, où ta réponse opérationnelle, il faut qu'elle trouve une solution en quelques mois. Et là, c'est là où tu vois toute la difficulté, ou comment tu arrives à la fois à développer des énormes gros budgets que tu anticipes, donc tu votes, enfin bref, en tout cas dans nos démocraties, c'est un objet politique. Et à côté de ça, le même mec, on lui dit, ouais, mais en fait, là, dans 3 mois, même pas, dans 2 mois, il faut qu'on trouve une solution parce que c'est ce truc-là qui fait des morts. Donc, pour répondre à ta question, aujourd'hui, le spectre, il est hyper large sur ce dont tu as besoin. Ça va des solutions d'IA qui sont en train d'exploser, parce qu'on voit que sur le champ de bataille, c'est un vrai sujet. Mais en même temps, on est en train d'énormément de remonter en puissance sur reprendre des chars lourds, reprendre des gros véhicules. En même temps... Et pourquoi? Parce que ça, c'est le retour d'expérience de ce qui se passe en Ukraine. Tu te rends compte qu'on revient dans la guerre hybride, tu as une partie, on revient sur ce qu'on appelle les conflits symétriques. On fout un char face à un char. Et donc, à un moment, si je suis un peu trivial, la taille compte. Et donc, du coup, quand tu as 200 chars lourds et que le mec en face, il en a 800, tu es peut-être très bon avec ton char, mais ça compte quand même la taille. Et donc, du coup, tu es obligé de reconstruire, de refaire tout un outil industriel. Et tu vois, je te prends un exemple. Je ne sais pas si tu as entendu parler de l'expression d'économie de guerre, où chez nos voisins, qui ne sont pas très loin, en Belgique, le gouvernement belge, dans une logique d'anticipation, tu vois, si ça se rapproche un peu de nous, la Belgique a sollicité Audi en leur posant la question, messieurs, en combien de temps vous êtes capables, au lieu de fabriquer des bagnoles, de fabriquer des chars? Exactement la même logique qu'on a connue pendant la Seconde Guerre mondiale et que les Russes font depuis plusieurs années, où tout, là où ils fabriquaient leur Tata, leur Lada, enfin j'en sais rien, du coup maintenant ils ont dit bon, on arrête les bagnoles et on construit des chars. Donc tu dois tout rechanger si tu veux. Au-delà de ton outil industriel, tu dois repenser complètement ta manière de gérer ton économie si tu te mets dans une logique vraiment, ce qu'on est, j'espère pas, objectivement, encore une fois en tant que citoyen, de se dire voilà, on se met en complète économie de guerre. Mais il faut pas s'empêcher d'y réfléchir. Et justement, si on reste sur ce conflit ukrainien, toi qui as une vraie vision, enfin une vraie compréhension du monde de la défense, juste qu'est-ce qui fait que on soit dans une guerre, comme tu dis, de tranchées? Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'on se retrouve, même comment l'Ukraine, elle peut d'une manière ou d'une autre résister, tu vois?
C'est assez. Je trouve ça toujours assez intéressant, impressionnant et assez. C'est à la fois, c'est à la fois fascinant et à la fois c'est basique. C'est leur survie. Enfin, si tu veux, tu vois la capacité de quelqu'un à un moment de survie. Si tu veux, je te prends l'exemple avec la France. Si tu veux, nous, on a fait ce qu'on appelle des guerres expéditionnaires. On allait aider des alliés ou des partenaires. On allait au Mali, on va en Irak, etc. Déjà, pour le citoyen, si tu veux, il se dit mais pourquoi on va faire la guerre? Tu vois, il faut expliquer. Du coup, tu dois déjà convaincre ton opinion publique. Pourquoi tu vas aider les Maliens? Pourquoi tu vas aider les Irakiens? Enfin, c'est dur, hein, ça coûte de l'argent. Il y a de temps en temps quelques cercueils qui reviennent aux invalides. Donc, tu vois, avec toute la résilience de la nation qu'il doit avoir derrière. L'Ukrainien, si tu veux, encore une fois, avec toutes les qualités et les défauts que peut avoir un peuple, hein, et on en a tous, bah, l'Ukrainien, profond respect. C'est-à-dire que aujourd'hui, comme tu dis, le rapport de force, déjà, il n'était pas du tout en leur faveur à la base. Ah, mais les mecs, ils luttent pour leur survie. Et mine de rien, quand tu luttes pour ta survie, tu te transcendes et en fait, tu n'as pas le choix. De toute façon, si tu te défends pas, tu meurs, quoi. Donc, ils ont une capacité. Et puis, c'est un peuple aussi qui a une histoire, hein, quand même, hein, où ils découvrent pas la guerre que maintenant. Déjà, on oublie un peu, mais ils se sont quand même fait envahir un morceau de leur territoire en 2014. Donc, si tu veux, c'est pas que en 2022 qu'ils ont découvert que les Russes les chatouillaient un peu à leurs frontières. Et puis là, en fait, tu as toute la résistance de la nation qui se met en œuvre avec un vrai soutien de l'arrière-société qui se met aussi bien sur les forces morales que sur l'industrie pour soutenir la chose. Et ouais, non, profond respect des Ukrainiens qui aujourd'hui, derrière... Et puis, tu vois, c'est ma vision, mais même à un moment, le président de la République, je ne sais plus dans quel discours on l'a dit l'année dernière, Ouais. mais en fait, si on n'aide pas les Ukrainiens, la prochaine étape, c'est nous. On va devoir envoyer des soldats français parce que ça sera la prochaine étape. Donc, moi, je préfère, de manière, on va dire, égoïste en tant que Français, je préfère, ouais, ça coûte cher, ouais, c'est compliqué, mais vaut mieux que ça soit les Ukrainiens, si tu veux, je suis un peu égoïste, vaut mieux que ça soit les Ukrainiens qui aillent au carton et qu'on les soutienne le mieux possible, plutôt que ça soit des soldats français qui doivent aller, comme disent les Américains, boots on the ground. Et si on doit faire la corrélation un peu avec justement l'investissement et les financements, on parlait tout à l'heure de l'énorme switch qu'il y avait eu. Est-ce qu'il y a aussi un switch, on va dire, est-ce que l'État, il n'y a pas un fonds défense qui est en train d'être créé? Ouais. C'est quoi les prochaines étapes là justement qui sont attendues? Bah, encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, il y a déjà la première chose, c'est, encore une fois, sans rentrer dans les termes techniques, il y a le ministère des Armées est le seul ministère communiste de l'État français. Pourquoi je te dis ça? Parce que pour son financement, il a un plan quinquennal, ce qu'on appelle la loi de progression militaire. C'est-à-dire que même si c'est pas une loi engageante, c'est-à-dire c'est une loi politique, dans le sens où tous les ans, ça reste le budget de la défense, mais parce que je te disais, il faut que tu programmes à 10, 15, 20 ans des programmes d'armement, tu dois avoir une programmation budgétaire qui te donne de la visibilité entre 4 et 6 ans. Donc, tous les 4 à 6 ans, il y a ce qu'on appelle une revue stratégique qui dit, voilà, les menaces dans 5, 10, 15, 20 ans, c'est ça. Donc, du coup, il faut une planification, enfin, il faut acheter tel objet. Et du coup, pour acheter tel objet, il faut anticiper budgétairement que ça va coûter tant de centaines de milliards d'euros tous les temps d'années. Et donc, du coup, l'État anticipe la commande, donc anticipe de manière budgétaire son investissement en tant que nous, avec nos impôts. Et après, à côté de ça, il s'est rendu compte qu'il fallait des vecteurs de financement qui étaient autres. Donc, le ministère des Armées a créé 2 outils il y a quelques années. Donc, c'était sous l'impulsion de Florence Parly, donc à l'époque ministre des Armées. Donc, c'est le Fonds Innovation Défense et Def Invest, qui sont 2 vecteurs sans trop en détail, mais il y en a un qui est plutôt sur l'early stage, il y en a un qui est l'autre plutôt sur le dual, enfin bref. Mais qui met des petits tickets de quelques millions d'euros. Et ça, c'est typiquement des C'est fonds BPI qui met en œuvre tout ça. Donc, c'est l'argent du ministère des Armées pour le Fonds Innovation Défense pour gestionnaire BPI. Et Def Invest, c'est le fonds de BPI. Évidemment, avec le ministère des Armées, ils échangent régulièrement pour dire quelle boîte les intéresse. Et donc, voilà, c'est de l'argent de BPI, comme il peut y avoir plein de fonds dans d'autres secteurs, Exactement. santé, etc. Et en effet, où tu as raison, c'est que donc, le 20 mars dernier, il y a eu une décision politique de créer un nouveau fonds dédié, mais qui s'appuierait sur, certes, BPI va mettre un peu d'argent, mais surtout sur l'épargne des Français. Ou en gros, sur un ticket, pour l'instant, parce qu'il doit encore être défini,
en plus en détail, mais on partirait Oui, sur... apparemment, il est toujours pas lancé. Voilà, mais c'est normal, si tu veux, ça prend plusieurs mois. Enfin, quand tu crées un nouvel outil financier comme ça, c'est pas en claquant des doigts, quoi. Ou, en gros, un Français pourrait mettre un ticket minimum de 500 € pour alimenter ce fonds, on verra l'ambition qu'il aura in fine, pour se dire, j'investis, en gros, un peu un LP, tu vois. Chaque Français pourrait être un de la LP qui met défense, dans quoi. un fonds, avec des temporalités qui sont un peu différentes, parce que le retour sur investissement est plus long que si tu investis dans une boîte de tech, je sais pas quoi, Dans les SaaS, voilà, dans rapide, les quoi. SaaS, dans du logiciel, etc. Avec une thèse d'investissement qui est un peu particulière. Mais tu vois, c'est un peu la même logique qu'on a chez nous de Défense Angel, c'est de montrer que toi, Madame Michu, tu sens que ces sujets-là t'intéressent, tu veux gagner un peu d'argent, qui du coup est un peu moins risqué parce que bon, tu doutes bien que ça sera un truc qui ne sera pas exposé sur les marchés comme peuvent être d'autres fonds d'autres. Mais tu dis, voilà, moi j'ai mis 1000 balles, voilà, j'ai peut-être pas gagné 2500 balles dans 5 ans, ou j'ai peut-être gagné que 1008 ou 2000 balles, mais j'ai contribué à financer une PME qui contribue à défendre, à mieux équiper les forces armées et donc à défendre le territoire français et européen. Et on parle souvent de sens dans l'investissement. Moi, le premier, dans le cadre de l'investissement participatif, tu vois, avec SoWeFund. Et là, tout d'un coup, le sens prend tout son sens. Tout son sens et un autre sens aussi, quelque part, tu vois. Est-ce qu'on peut digresser un peu sur l'impact, justement, et la défense? Parce qu'il y a quand même beaucoup d'acteurs, quand même, qui disent il n'y a pas de raison que la défense, qui est une industrie importante et qui, malheureusement, va le devenir de plus en plus importante, en tout cas ces prochaines années, a priori, il n'y a pas de raison qu'on prenne pas en compte l'impact écologique, social que peut avoir tel et tel projet de défense. Tu as tout à fait raison, et objectivement, pour moi, il faut décorer deux niveaux. Il y a une réalité très pragmatique en disant... et là aussi, tu vois, j'en profite de ce podcast pour faire passer un message. Moi, je suis un peu gêné par le fait que je rencontre beaucoup d'investisseurs qui me disent « Ouais, la défense, maintenant, on est hyper chaud pour y aller, mais notre limite, c'est pas de létalité. » Et je dis « Ok, les gars, mais la guerre, c'est pas un monde de bisounours. La guerre, ça s'appelle la guerre, donc ça fait des morts. Donc si tu veux tout financer... » Et à un moment, oui, il y a des trucs qui sont des charges explosives, oui, il y a des trucs qui, potentiellement, in fine, de la boucle de chaîne de valeur entre trucs industriels, va donner la mort. Si tu la finances pas, en fait, ça sert à rien. Enfin, on est toujours aussi faible que le maillon plus faible qui compose ta chaîne. Donc, si l'investissement français ou européen se refuse de financer la létalité, t'as beau faire des trucs qui font pas maman, si à la fin, ça délivre pas ce pourquoi c'est fait, tu vas pas résoudre le problème de fond. Donc, tu veux, il y a un peu le côté, on y va, mais pas jusqu'au bout, parce qu'il y a encore dire c'est pas bien. Ouais, c'est pas bien. Enfin, encore une fois, ça amuse personne de donner la mort, mais la guerre, c'est un outil politique qui est à disposition des États pour se défendre quand les intérêts sont menacés. Donc, tu vois, il y a ce côté-là. Et après, en revanche, le ministère des Armées, pour la peine, a fait un énorme travail depuis 5, 6, 7, 8 ans, justement sur son impact environnemental. Et le ministère, qui a plein de défauts, mais il a quand même une qualité, c'est quand il se penche sur certains sujets, il réfléchit. Et le ministère des Armées est un des rares ministères qui prend le temps de réfléchir sur le temps moyen ou le temps long, par rapport à d'autres qui font que gérer des crises. Même si lui, il gère des crises, mais il anticipe un peu plus. Et donc, sur ces sujets-là, il y a déjà aujourd'hui, et je te donne quelques exemples, sur les véhicules du futur, ils sont hybrides ou électriques. Donc, il y a des travaux qui sont menés depuis des années là-dessus. Ou sur l'outil industriel, c'est aujourd'hui comment pour réduire, alors évidemment des coûts, mais aussi le côté impact environnemental, faire de l'impression 3D de beaucoup de morceaux de matériel, pour que ça coûte à la fois moins cher en termes d'impact logistique, mais également en termes de production, sur tous ces sujets-là, ou les infrastructures de défense, quand tu déploies des bases militaires dans certains endroits, et plutôt que mettre des groupes électrogènes avec du kérosène et trucs, tu mets du panneau solaire, tu mets de l'éolien. Donc il y a une vraie réflexion. Tu te doutes bien que c'est pas l'objectif premier, c'est pas de se dire je veux mon meilleur quota RSE de tous les autres ministères. Je sais pas pourquoi. Mais il y a une vraie réflexion de fond qui est lancée. Et pour l'invest, c'est-à-dire que moi je le vois dans les boîtes qui viennent adresser chez Défense Angels.
il y en a certaines qui disent, bah moi je pense que je peux aider le ministère des Armées à avoir un impact environnemental ou en tout cas réduire sa consommation énergétique. Un, parce que c'est un vrai avantage opérationnel, de moins dépenser, de moins être dépendant de ta supply chain énergétique. Et en plus de ça, c'est bon pour l'environnement, donc c'est du win-win, quoi. Et justement, souvent, une guerre, c'est justement de la supply, c'est la logistique qu'il y a derrière, c'est la capacité à. Ça, c'est beaucoup pris en compte, tu vois. Est-ce que c'est justement on va dire la clé du succès de l'impact, ça va s'adresser parce que ça nous fait gagner sur ce plan-là. Exactement. Alors, tu vois, on va pas refaire les campagnes de Napoléon, mais c'est la métaphore que je prenais tout à l'heure. Tu es aussi faible que le maillon le plus faible de ta chaîne. Si ta vulnérabilité, c'est ta capacité à nourrir tes mecs ou à mettre de l'essence dans tes chars, et si tu veux, toutes les guerres montrent que si à un moment, ta supply chain et ce qu'on appelle l'intendance, si tu veux, ne suit pas, mais t'es mort. Enfin, le mec, c'est tout. Ton soldat, s'il n'a pas de quoi manger, parce que tes camions de ravitaillement, ils ont été explosés ou ils sont en panne, mais les mecs font pas la guerre. Ou si t'as pas d'essence pour aller faire ton attaque ou pour mettre dans tes avions, mais tes avions ils volent pas et tes camions ils volent pas. Donc oui, aujourd'hui, il y a de plus en plus de boîtes qui s'intéressent à ces sujets-là, sur la logistique, sur ce qu'on appelle l'équipement du combattant, qui permet d'améliorer les conditions de vie parce que tu vois, un militaire, ça beau, et en France on a quand même des gens très très bien formés, et tant mieux, il faut en être fier. Si tu as des chaussures pourries, et je vais pas citer de nom, mais qui à une époque fondaient au soleil parce que la chaîne de la sous-traitance rang N-2 du prestataire qu'on avait pris n'était pas de bonne qualité, donc les mecs ils arrivaient au Mali et leurs chaussures fondaient, si tu veux, pour faire la guerre. Je veux bien qu'on sache faire la guerre en tongs, mais ça a quand même ses limites à un moment. Pareil sur le casque, sur plein de choses. Donc tu vois, l'équipement de base qui permet aux soldats d'être motivés de travailler et de faire son métier dans de bonnes conditions, c'est indispensable. Et la France, pour la peine, avec les moyens qu'elle a, qui ne sont pas non plus illimités, elle est quand même pas mauvaise. Après, il ne faut pas se comparer aux Américains. Si tu veux, je te prends un exemple. Les Américains, ce qu'on appelle des bases avancées, quand ils vont dans les pays où ils font la guerre, faisaient la guerre, donc tu vois, en Irak, etc., quand ils ouvrent une base, nous, on arrive, on est français, on met 3 Algeco, on met le truc, voilà. Eux, ils arrivent, ils construisent toutes leurs tentes à l'échelle, je sais pas combien, ils construisent un McDo, ils construisent un cinéma, ils construisent, ils recréent une mini-ville, c'est un mini États-Unis avec tout ce qu'il peut y avoir aux États-Unis, ils le retrouvent parce que l'Américain, il ne faut pas qu'il perde ses repères quand il est là-bas, il faut qu'il retrouve son McDo, il faut qu'il retrouve son cinéma, il faut qu'il retrouve son truc. Donc, on n'a pas du tout la même logique et les mêmes moyens en termes de supply chain, mais la France, si tu veux, c'est un besoin opérationnel, donc en fait, c'est pas une option. Et en quoi, justement, on est bon et en quoi on peut être fier de beaucoup de choses, mais aujourd'hui, si on devait rapidement rappeler à nos auditeurs quelles sont les forces, tu vois, de la France et de l'Europe, dans quoi on est bon, et aussi pour permettre peut-être de faire le lien toujours dans l'investissement, c'est en quoi on est bon et dans quoi on doit justement investir, ou au contraire, peut-être dans quoi on n'est pas bon et dans quoi on devrait investir parce qu'il va falloir investir dedans. Ouais, tout à fait. Alors, on est bon parce qu'on a une histoire. Si tu veux, on s'appuie toujours sur ce qu'on a fait par le passé. Et une partie pourquoi on est bon, encore une fois, c'est un lien qu'on pourrait penser indirect, mais qu'en fait, qui est très concret. C'est que la France, elle a une histoire de la guerre. C'est-à-dire, elle est tout le temps en guerre. Enfin, si tu veux, là, on va dire, un peu plus calme que d'habitude. Mais on a une expérience du coopérationnel qui fait que on sait ce que c'est et on est des partenaires très respectés dans le monde. Et tu vois, sans révéler de secret, mais quand les Américains font des choses dans certains pays, il y a 2 pays qui respectent. Et d'abord, c'est la France. Et derrière, c'est un peu les Britanniques parce que c'est, si tu veux, allié historique, etc. Donc, si tu veux, on est respecté pour ça. Et du coup, je te fais le lien avec l'innovation, c'est que la France, ça a toujours été un pays d'inventeurs, d'innovateurs, avec des moyens qui ne sont pas les États-Unis, ni la Chine, même la Russie dans certaines proportions. Mais on a quand même et je te prends le lien avec le civil, c'est que tu regardes aujourd'hui énormément de boîtes de la tech.
dans les équipes R&D et les Souvent les CTO, Français, CTO N-1, il y a toujours un Français qui traîne, qui a été formé dans une bonne école, qui va bien en France. Alors, qui s'est peut-être cassé un peu trop tôt et qui aurait peut-être dû rester en France. Et sans jugement de valeur, je peux comprendre qu'il soit parti ailleurs pour plein de raisons. Mais donc voilà, donc le génie français, en restant humble, hein, parce qu'il ne faut pas se prendre pour ce qu'on n'est pas, mais l'intelligence française là-dessus, elle est énormément respectée. Et elle se retrouve évidemment, et je te prends l'exemple, on a un outil donc, qui s'appelle la DGA, donc la Direction Générale de l'Armement, qui est à la fois le super bureau d'études et / l'agence de procurement de l'armée française. C'est un outil qui a énormément de défauts et il essaie de les corriger. Mais à côté de ça, qui est un outil qui nous est envié dans le monde entier. Enfin, on est 2 ou 3 pays dans le monde à savoir faire des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, à avoir une capacité de dissuasion nucléaire de bout en bout, c'est-à-dire on sait faire du premier boulon jusqu'à la capacité à envoyer ça à l'autre bout de la planète. On va dire qu'on a un savoir-faire en France où il y a quelques objets, on est 2 ou 3 dans le monde maximum à savoir le faire. Et ça, c'est un outil qui coûte cher à entretenir, mais parce qu'on l'entretient... Est-ce qu'on l'entretient bien d'ailleurs? Alors oui, parce qu'on y met les moyens. Alors encore une fois, on pourrait toujours faire mieux et on fait à ISO budget. Hein. Enfin, tu vois, on fait avec le budget qu'on a en France. Et encore une fois, c'est un vrai sujet. Mais tu vois, aujourd'hui, sur le nucléaire, oui, enfin, il n'y a pas de débat. Enfin, ça coûte cher, encore une fois, à l'État français, mais il y a des sujets. En revanche, encore une fois, hein, sans trop révéler de secret, parce que c'est des chiffres officiels qui sortent dans les documents parlementaires, mais quand on te dit... on a 100 avions, je te donne des chiffres ronds qui valent ce qu'ils valent, hein, ils ne sont pas vrais, mais quand on a 100 avions de chasse dans l'armée française, dans les faits, des avions qui sont en capacité de voler à l'instant T, il y en a 60, 65. D'accord. Donc tu vois, déjà, ça fait un delta entre ceux qui sont en maintenance, ceux qui sont en panne, ceux qu'on a cannibalisés parce qu'il fallait prendre un morceau. Voilà. Donc tu vois, il faut remettre à la réalité. C'est ce qu'on appelle depuis quelques années la remontée en puissance. Oui, quand on a un qui tombe, c'est pas négligeable. Ou quand, ce qui se passe actuellement avec l'Ukraine, mais potentiellement avec d'autres pays, quand l'Ukraine nous demande de l'aide en disant est-ce que vous pouvez nous vendre ou nous prêter, nous donner du matériel, quand on en donne ne serait-ce que 5, 6, que ce soit aussi bien des chars, des véhicules, des avions, c'est 10% de la flotte, quoi. C'est pas un dollar pour les armées françaises. Et donc c'est pour te dire que c'est un vrai engagement politique où la France donne de sa personne, si tu me permets l'expression, pour soutenir les Ukrainiens. Donc c'est non négligeable. Mais toute la logique est de remonter en puissance, qui est un terme un peu technique qu'on a dans les armées, pour dire voilà, on a un peu, tu vois, c'est le chef d'état-major, je crois, qui disait ça, qui disait on est une armée d'épicerie. C'est-à-dire que on a le truc hyper précis, très bien, dans tous les domaines, on sait tout faire, mais on a des micro-quantités, c'est-à-dire que le jour où il y a une guerre où on se tape fort, bah, une fois que tu as donné l'échantillon et que tu l'as utilisé, il te reste plus rien dans la boutique, quoi. Donc là, c'est là où tu dois, et c'est encore une fois, je suis pas à leur place, mais que tu dois faire des choix stratégiques en disant ok, sur quoi on va devoir investir, parce qu'on peut pas tout faire. Donc, est-ce qu'on fait un porte-avions? Est-ce qu'on fait plus d'avions de chasse? Est-ce qu'on fait plus de chars? Est-ce qu'on mise tout sur les... Tu vois, je te prends un exemple. Les Britanniques, qui ont tué leur outil militaire et industriel en corrélation suite à notamment l'Afghanistan, mais surtout l'Irak, qui ont suivi les Américains. Et donc, du coup, ils ont cramé, si tu veux, leur capacité à faire la guerre parce qu'ils étaient en surchauffe. Les Britanniques ont dit, bah écoutez, nous, on ne sait plus faire ça. Donc, on va miser sur 3 trucs. On va miser sur l'IA. Donc, on investit à balle sur l'IA. On va miser à fond sur, je sais plus quoi, la cyber, et on va miser à fond sur la robotique. On va plus investir dans des grands chars, on va plus investir dans des trucs porte-avions, je sais pas quoi. Pour nous, on estime que les guerres du futur, c'est ça qui va impacter. Donc, on investit à fond. Et donc, pour en répondre à ta question, aujourd'hui, dans l'Invest, oui, évidemment, l'IA de défense, c'est un sujet. Oui, la robotique de défense, c'est un sujet. Oui, les sujets de lutte informationnelle. Oui, les sujets de matériaux. Les drones, évidemment, on est en plein dedans. Donc, si tu veux, à la fois, tu as des grandes tendances qui ressortent. Le quantique, tu vois, c'est un vrai sujet. En fait, tous nos sujets deep tech sont finalement de nos sujets de défense. Exactement. Après, c'est comment le cas d'usage, tu le mets derrière pour l'utiliser. Mais oui, tu as beaucoup de finalités deep tech qui auront un impact dans la défense. Et justement, à contrario, comment tu identifies un mauvais projet d'un bon projet dans la défense? C'est comme tout invest. Hein. Enfin, sincèrement, tu connais ça mieux que moi, mais évidemment, tu as la maturité de la techno. Enfin, tu vois, alors, c'est quoi, par exemple, la dernière startup dans laquelle tu as investi ou dans laquelle tes membres de Défense Angel sont la investis? dernière startup dans laquelle j'ai investi, c'est une boîte qui fait de la robotique militaire,
Ou, tu vois, encore une fois, comme tout invest, hein, tu regardes le track record des cofondateurs, ils viennent d'où, est-ce que c'est un professeur tournesol qui sort d'un laboratoire et qui a dit j'ai vu la lumière, je pense que, ou est-ce que c'est un mec qui a fait 10-15 ans dans l'industrie avant et qui dit bah moi j'ai vu que la niche là elle correspondait pas, etc. C'est la maturité de la techno. Et puis après, c'est la profondeur marché. En se disant, bah, est-ce que lui, il a bien compris que le mystère des armées, en tout cas les armées au global, peu importe que ce soit en France ou en Europe ou à l'international, il y a un vrai besoin, ce qu'on appelle, excuse-moi le terme, mais capacitaire. En gros, ça répond à un besoin qui permet de combler un trou. Est-ce qu'il a bien compris qu'il y avait très des spécificités ou l'intemporalité quand tu veux faire du business dans le mystère des armées? Ça a plein d'avantages, mais ça a aussi des contraintes qui sont non négligeables. Et puis après, c'est comme tout. Enfin, tu vois, moi, ça fait que 4-5 ans que je fais de l'invest. Hein, donc, j'ai loin de moi la prétention d'être quelqu'un qui a de l'expérience là-dedans. Mais tu sens il y a aussi le truc, voilà, est-ce que tu vois que c'est quelque chose qui peut faire que. Et puis, tu te trompes, hein, ça arrive. Mais tu vois, là, aujourd'hui, avec Defense Angels, on a investi dans une grosse vingtaine de boîtes. Sur la vingtaine, alors tu vois, ce que je disais, la temporalité est plus longue que dans d'autres secteurs. Tu vois, au lieu là où au bout de 2-3 ans dans certains secteurs, tu peux commencer à voir, là c'est plutôt 3-4 ans. Mais on commence déjà à avoir des tendances où on est content parce qu'on se voit que les choix qu'on a faits il n'y en a aucun qui est totalement déconnant, où on est passé complètement à côté de la plaque parce qu'on n'a pas senti la tendance. On en a 3-4 qui ont déjà passé les tours de table supérieurs. Donc, ça montre qu'ils ont réussi à faire des belles séries A. Il y a un interopérationnel, ils sont en train de casser le plafond de verre pour passer table au-dessus. Et puis, tu en as d'autres qui, répondent à un besoin, mais comme tout entrepreneurial, l'associé s'engueule avec l'autre. Du coup, ils sont en train de revoir le truc. Mais tu vois, nous, on a investi dans la cyber, on a investi dans les non-matériaux, on a investi dans les drones sous-marins, on a investi dans les lanceurs spatiaux, on a investi dans le quantique. On investit dans dans de la, tu vois, tout bête, mais c'est de la niche, mais de la peinture, hein, une peinture qui est faite en, je sais plus quoi, je vais dire des bêtises, mais en graphite ou en graphène, je sais pas quoi, qui permet d'absorber les ondes 100 fois plus que les matériaux existants. Ça, tu vois tout de suite à quoi ça peut être utile. C'est une niche, mais demain, le mec, il perce le plafond de verre. Il tue le game dans tout ce qui est furtivité sur les bateaux, les avions, les véhicules, quoi. Alors, c'est un niveau de TRL, je ne sais pas si ça te parle, niveau de TRL, niveau de maturité technologique assez bas, parce que ça resterait de la R&D. Mais le jour où ça perce, tu vois, c'est exactement le même calcul que dans le quantique. Le quantique, ça fait des années qu'on en parle. C'est une techno, on sait que ça va être un game changer et c'est pas un sujet, mais le marché aujourd'hui, il n'est pas encore tout à fait facile à trouver. En tout cas, on le voit un peu avec les ordi quantiques, etc. Mais oui, quand tu investis dedans, tu sais que ton TRI, tu vas pas le chercher en 2 ans, tu vas plutôt le chercher à 10-15 ans. C'est un pari que tu fais. Justement, tu parlais du fait que, en prenant l'exemple de notre ministère, qu'il fallait toujours anticiper de manière assez lointaine parce que c'était des grands projets. Est-ce qu'aujourd'hui, la défense, ça peut être autre chose que des grands projets? Tu parlais de briques. Moi, aujourd'hui, quand on me parle de défense, je me dis même, je sais pas, je veux rejoindre Defense Angels ou je veux investir dans une startup de la défense. On peut investir à des petits montants. C'est quoi votre positionnement? Exactement, tu as tout à fait raison. C'est exactement l'ambition. C'était de montrer que c'est accessible à tout le monde. Et tu vois, nous, Defense Angels, et là, je fais un peu la retape pour ma boutique. On a dépassé les 110 investisseurs en moins de 3 ans. Et donc, on est le réseau de Business Angels qui a connu la plus forte croissance sur les 2 dernières années. Donc, tu vois, rien que ça, moi, ça me rassure sur le fait que le citoyen français, en fait, ce sujet l'intéresse. Il aurait pu choisir... Et c'est qui ce citoyen français qui vient chez Defense Angels? Évidemment, si tu veux, c'est pas Madame Michu tu vois, qui vit au fin fond de la Corrèze et qui dit ah, tiens, ça m'intéresse. Donc, c'est des gens qui ont une appétence pour ces sujets-là. Donc, tu vois, tu as des anciens militaires, évidemment. Tu as des gens qui sont dans l'industrie. Tu as des consultants. Tu as des jeunes cadres qui se disent tiens, ça m'intéresse. Et tu vois, je te donne une blague. Enfin, une blague qui n'en est pas une, mais nous, pendant un moment, on a eu un gros sujet avec les banques qui, pour des bonnes et des mauvaises raisons, ont refusé de soutenir l'industrie de défense dans le financement. Et nous, on a plusieurs membres donc, qui sont Business Angels qui disaient, on les rencontrait dans le cadre, tu vois, du côté corpo. Ils disaient non, monsieur, laissez-nous tranquille, la défense, pas bien. Et puis, ils venaient de choper dans le couloir, ils disaient écoutez, le dites pas trop, mais moi, à titre individuel, ça m'intéresse. Donc, est-ce que je peux mettre mon argent perso dans le truc? Parce que moi, j'y crois.
Donc on a dit, bah, bien sûr, vas-y, il n'y a pas de problème, tu viens, quoi. Donc, si tu veux, et Donc encore une fois, c'est vraiment une posture et là, c'est un choix en tout très cas, c'est un individuel. choix. Et encore une fois, moi, je comprends tout à fait que le mec qui dit, bah, moi, les sujets environnementaux, c'est ma priorité parce que, donc je veux investir dans les trucs à impact. Ok, il n'y a aucun problème. Moi, c'est plutôt la santé parce que je pense que, encore une fois, c'est une appétence, c'est un sujet. Nous, c'est de montrer que, ouais, c'est très particulier. Là où on arrive à accrocher des gens de manière un peu différente, tu vois, en suscitant leur curiosité, c'est que tu vas toucher à des technos que tu n'as nulle part ailleurs. Enfin, tu vois, quand tu touches C'est sur un vraiment truc qui très, fait des très lanceurs tech. spatiaux, ça fait rêver. Quand tu touches des trucs qui font des ondes qui permettent de réfléchir, les trucs satellites, je sais pas, enfin, tu vois, si je caricature un peu, mais tu touches un peu à une matière qui est pas confidentielle, mais ça fait rêver les gens de toucher à ces technos parce que tu mets un doigt dans un écosystème qui est, je dis pas secret parce que c'est pas vrai, mais qui est quand même un peu confidentiel de par si t'en fais pas partie, tu le vois pas en temps normal parce que c'est des objets assez nébuleux, quoi. Bon, le temps file à toute allure. Je sais que Non, mais pas de problème, c'est un plaisir. Euh, justement, dans ce réseau de Business Angels, parce qu'on parle d'investissement, et moi je suis toujours ravi de faire la promotion des réseaux de BA ou des acteurs du financement, c'est qui, tu me disais, c'est pas Madame Michu, mais du coup vous avez une expertise particulière Ouais. à porter, parce que je connais bien, pour avoir Le bien réseau de BA. connu le monde des Business Angels et des réseaux de Business Angels. Tu parlais tout à l'heure de la santé. Ouais, C'est intéressant d'avoir des réseaux thématiques exactement. parce qu'il y a une vraie spécialité Tout à fait. pour pouvoir même embarquer d'autres investisseurs, Ouais, d'autres réseaux, venir co-investir. exactement. Et donc, chez vous, tu disais il y a beaucoup d'anciens militaires, donc c'est Mm. rassurant pour la Mm. preuve qu'ils doivent avoir en plus un réseau qui permet d'avoir accès, Exactement. quand Exactement. même, de vérifier un peu si Tout le à fait. marché. Exactement. Mais c'est qui d'autre? C'est beaucoup d'ingénieurs qui Ouais, viennent? alors, C'est quoi le oui. profil type, le persona de C'est Défense Angels? forcément un monde d'ingénieurs plutôt Il n'y a orienté. pas beaucoup de femmes dans ce plutôt, réseau. alors, il y en a pas beaucoup, mais il y en a plus que dans d'autres réseaux thématiques, on s'y attend pas, sincèrement. Parce que nous, moi, je suis très en plus intelligence collective. Hein, il faut pas. Enfin, moi, je veux surtout pas d'un réseau où c'est la gérontocratie de l'homme blanc polytechnicien qui gère le truc. Évidemment, il faut des polytechniciens qui ont de l'expérience. Il n'y a pas de sujet. Mais moi, ça me va très bien si demain tu as une patronne de PME qui dit bah moi ça m'intéresse, ou si tu as une consultante, ou si tu as quelqu'un ou un jeune qui se dit bah moi mais mon premier salaire j'aimerais bien l'investir dans une boîte. Bah, vas-y, viens, c'est génial. Donc, si tu veux, c'est des tickets qui vont. Le ticket minimum est de l'entour de 10 000 euros. Donc, si tu veux, c'est une somme. Hein. Encore une fois, je ne le nie pas, mais c'est pas inaccessible à quelqu'un qui veut investir dans des secteurs. Et tu vois, là, pour répondre à ta question, aujourd'hui, on est seul réseau qui a cette thèse d'investissement en Europe et on est 2 dans le monde. Et tu vois, là où je te donne 2 signaux faibles qui sont plus que des signaux faibles, c'est qu'un, on a de plus en plus d'investisseurs traditionnels qui sont des family office ou même des fonds qui viennent nous voir, qui nous disent les gars, je pense que est-ce que vous pouvez venir avec nous faire l'instruction avec nous parce que vous avez une expertise. Nous, on est des généralistes, on connaît très bien, on saura challenger le BP, etc. En revanche, on aimerait bien vous avoir dans le tour, même si le ticket il est symbolique, parce que vous avez une connaissance de cet écosystème là-dedans. Et après, tu as l'autre côté qui fait que on a un effet d'entraînement qui est parmi des meilleurs sur le réseau thématique. C'est-à-dire que nous, quand on met 1 euro, derrière, la boîte lève entre 5 et 6 euros dans la foulée. Parce que on a... Tu fais effet de levier. Et on fait exactement, on fait effet de levier parce qu'on rassure avec nos experts qui sont soit des gens qui sont des anciens. Tu vois, notre président de conseil d'administration, c'est un ancien général qui est l'ancien numéro 2 des armées françaises. Donc celui, quand il connaît un peu son sujet. Donc quand il dit « je pense que les tendances là-dessus, ce sera plutôt ça », c'est un type qui, pendant 30 ans, a été la tête là-dedans. Donc tu sais qu'il n'a pas pris de doigt mouillé l'orientation que ça peut prendre. Donc oui, aujourd'hui, on a développé une vraie expertise qui est volontairement aussi bien du software que du hardware. Tu vois, on ne veut pas s'enfermer que de la deep tech et du SaaS, parce que les armées, c'est pas que ça. Mais en revanche, on a une philosophie et des valeurs communes où on assume dans le coin on investit. Et aujourd'hui, les chiffres, tu vois, on a investi 1,5 million d'euros l'année dernière, on a investi dans une grosse quinzaine de boîtes.
aujourd'hui, on a un deal flow. Et pareil, le dernier signal faible que je te donne, ce qui est assez drôle, c'est qu'on a de plus en plus de boîtes étrangères qui viennent nous voir, des Belges, des Suisses, des Britanniques, des Allemands, qui disent « Les gars, c'est super ce que vous faites, mais on n'a pas ça dans notre pays. Est-ce que Défense Angels peut investir chez nous parce que nous, on n'a pas ça chez nous, quoi. » Ah, donc tu vas essayer de t'exporter. Alors pour l'instant, non. Et encore une fois, on n'est pas du tout anti-européen. C'est juste qu'il y a déjà tellement de besoins avec des boîtes françaises que pour l'instant, on fait un peu, et mon pull fait cocorico, si tu veux. On est d'abord, on va soutenir un peu, d'abord, prioritairement les boîtes françaises, parce que bon, faut arrêter d'être bisounours. En revanche, on ne s'interdit pas du tout de s'il y a une très belle opportunité d'une start-up ou d'une PME allemande, autrichienne, italienne. Vous voyez l'application en plus en France. Exactement, exactement, tout à fait. Excellent. Voilà, avant de nous quitter, est-ce que tu peux quand même nous partager peut-être les dernières très grandes tendances de la défense dans l'investissement? Ouais. Dans quoi demain je vais investir? Alors, tu m'en as un peu parlé, tu me dis c'est tous les secteurs finalement de la deep tech, avec le quantique, & on a parlé d'exemples de projets, mais peut-être tu peux nous partager encore un ou deux projets dans lesquels vous avez investi. Et finalement, est-ce que tu penses que c'est que le début de l'investissement, si on fait un peu de prospective de la défense? Est-ce que là, tu penses que en fait, on est qu'aux prémices et que tu vas voir le secteur grandir ou pas? Finalement, ça va, avec un peu de chance, si demain, je vais même prendre une image assez simple. La guerre s'arrête. Si demain la guerre en Ukraine s'arrête, est-ce que Défense Angels, ça va pas s'arrêter? C'est un sujet, mais ta question est bonne parce que c'est une vraie question qu'on se pose. Je pense que non. Et alors, en tant qu'investisseur, tant mieux. Et en tant que citoyen, ça me fait mal au cœur. Parce que, évidemment, demain, l'Ukraine s'arrête. Tous les pays de l'Europe de l'Est et de l'Europe globale vont pas arrêter d'avoir peur. Ça va peut-être être moins prégnant, mais ça leur a quand même frotté les oreilles assez fort, là, ce qui se passe en ce moment. Donc, ils diront, faut l'anticiper. Donc, on veut plus que on se fasse surprendre. Donc, il faut investir pendant 5, 10 ans, 15 ans sur ces sujets-là. Donc, non, ça va pas s'arrêter. Et après, sur des tendances, pour répondre à ta question, aujourd'hui, si tu veux, il y a... Et je te donne un exemple, c'est que le problème dans les armées aujourd'hui, c'est plus forcément capter la donnée. C'est que on a plein de capteurs. Pareil, je ne vais pas te citer les chiffres, mais on analyse aujourd'hui une quantité minime de la donnée qu'on capte dans le monde des armées. Le sujet aujourd'hui, c'est comment, à ISO RH, et tu vois qu'on n'est pas à tripler les effectifs dans les armées, cette donnée-là, elle est indispensable pour faire la différence sur le terrain. Donc, c'est comment on la traite. Ouais, tu me vois arriver. Forcément, aujourd'hui, il faut gérer des quantités énormes de data. Et donc, il y a un truc qui s'appelle l'IA qui peut quand même aider. Donc, aujourd'hui, on est aux prémices de l'implémentation de l'IA dans les armées. Même si on entend un peu parler, tu vois, sur des conflits, ils ont utilisé ça. Aujourd'hui, oui, mais il y a encore 1 milliard de trucs à faire où l'IA peut être utile pour demain. Je te prends un exemple très concret, même si tout le monde n'est pas d'accord forcément avec ça, mais est-ce que le combat du futur dans les airs, c'est encore mettre des pilotes de chasse? La question se pose, tu vois, alors avec ses gros sabots, il l'a dit, Elon Musk, il a dit, mais arrêtez de fabriquer des avions de chasse, demain il faut mettre des drones partout. Bon, il l'a fait Elon Musk, donc évidemment, c'est pas aussi manichéen que ça, mais une vraie réflexion se pose aujourd'hui sur est-ce qu'il faut pas mettre plus de drones autonomes sans forcément livrer la létalité, mais pour faire du renseignement, etc., plutôt que d'exposer des pilotes qui risquent la vie, et ça, les populations, elles n'aiment jamais que tu as un de tes militaires qui meurt. Donc il y a vraiment cet aspect-là. Sur l'IA aujourd'hui, franchement, tu prends pas trop de risques. Derrière, tu as une vraie logique de la conquête spatiale. On voit que c'est un énorme sujet où tu as encore vu cette semaine le camarade Trump qui dit qu'il veut pas un Iron Dome, il veut un Golden Dome. Bon, ok, on va passer sur le mauvais goût de sa référence alors, mais il relance une logique de la guerre des étoiles. Quand un Trump dit ça, avec toutes ses qualités et défauts, mais il est pas fou. Il sait que derrière, ça va relancer toute une stratégie du spatial. Et donc, quand les Américains te disent qu'ils vont potentiellement investir, je ne sais pas combien de centaines de milliards, forcément, ça va truster énormément un marché mondial et donc européen sur l'investissement dans le spatial. Donc, et puis derrière, tu as le hardware, mais du coup, tout ça, il faut les protéger. Donc, tous les enjeux cyber qu'il y a derrière, évidemment, et on le voit tous les jours, la cyber, c'est un sujet parce qu'on est tous victimes potentiellement de ce qui peut se passer. Enfin, donc... Ouais, les grandes tendances, si tu veux, elles sont là. Faut juste avoir conscience que c'est un secteur qui est passionnant, qui est
complexe, hein, mais comme dans tout, hein, tu me diras, il n'est pas plus compliqué que d'autres. Il faut juste prendre le temps de s'y pencher, qui est très lié. Moi, je trouve ça passionnant à la géopolitique et aux relations internationales. Bah oui, c'est Et donc, moi, passionnant. c'est pour ça que je suis passionné par ce secteur-là. Si tu veux, moi, je suis arrivé par l'invest, on va dire, sur un malentendu, comme je te disais tout au début, par la petite porte. Mais je suis avec moi ma casquette compréhension de la défense. Et du coup, ça m'aide beaucoup dans ma thèse d'investissement derrière. C'est OK, moi, je vois que ça peut partir comme ça. Et après, on va dire, on descend dans la granularité. Bon, est-ce que cette techno, elle est mature, elle répond bien à la chose? Mais le besoin, on voit qu'il est là et je dis qu'on dérisque quand même pas mal. Alors, encore une fois, hein, si un message peut passer à tes auditeurs qui sont dans l'invest, aujourd'hui, investir dans l'innovation de défense, c'est quasi le secteur le moins risqué que tu peux faire sur les 5-10 prochaines années parce que c'est une tendance de fond. Et encore une fois, malheureusement, en tant que citoyen, parce que le monde est de plus en plus en crise et que c'est pas prêt de se calmer, même si demain, et ce qu'on souhaite, un Poutine et un Zelensky tapent dans la main en disant bon, on arrête. Il y a plein d'autres zones où ça peut partir en vrille. Et donc, du coup, les enjeux de défense et d'innovation de défense répondront à un besoin. En tout cas, merci beaucoup François Avec pour plaisir. cet échange qui était passionnant. Merci. J'espère que vous l'avez trouvé aussi passionnant que moi. On se retrouve quant à nous pour ce prochain épisode ou dans un prochain épisode de Entretien avec un VC d'ici une quinzaine de jours. À bientôt. Merci beaucoup François. Avec plaisir.